Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, on a commencé les lives un tout petit peu plus tard que lundi, mais j'espère que ce live vous plaira. On parlera ce soir du retail design et de l'importance du retail design. En fait, si on définit le retail design, on verra que la définition englobe ou regroupe l'architecture, l'aménagement des points de vente. Le retail design dit que l'architecture doit fournir un cadre de vente cohérent et qui contribue à l'image de marque ou à l'image de l'enseigne, à ses produits, à son offre, tout en prenant en compte les contraintes de l'activité commerciale, etc. Et donc, le retail design joue un rôle majeur dans la mise en valeur des produits, des services proposés de la marque, à travers l'aménagement intérieur à travers tout ce qui est expérience créée à travers cet intérieur. Donc, ce soir, je vais pouvoir parler avec Daphné et avec Agatha de Glow Studio. Elles vont nous raconter tout sur le retail design et on va parler d'un cas très intéressant sur lequel elles ont travaillé. Donc, je vais inviter Agatha et Daphné de Glow Studio. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vous commentaires Bonsoir. comme d'habitude. Hello, hello, Hello bonsoir, Galia. ça Hello. va? Ça marche parfaitement. Ouais, ça va et toi? Super, très bien. Je suis très ravie Nous de aussi. faire ce live avec vous deux. Et Merci de te c'est la voir. première fois qu'on fait un live à trois, donc c'est Ouais. très intéressant ce soir. Ok, cool. Bah, nous, Merci. c'est notre première fois tout court. Ouais, c'est notre Très première bien. fois. Donc, bienvenue sur, sur Instagram Live. Très bien. J'espère que cette première sera une bonne première. Super. Et bah écoute, on t'écoute du coup et tu vas nous guider un petit peu dans ce live. Oui, Et oui. comme ça, on pourra répondre avec précision à toutes les questions que tu nous as posées. Très intéressantes et pertinentes d'ailleurs, donc c'est chouette. Ça nous a fait beaucoup réfléchir. Ah, très bien. Donc, tout d'abord, je vais vous laisser le temps de nous dire qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites et de nous faire un tout petit peu le tour de Glow. C'est quoi Glow et les services que vous proposez? Ok, donc moi je m'appelle Agatha et du coup je suis de formation architecte d'intérieur. Et à la fin de mes études, j'ai découvert l'architecte retail chez Clarins, qui est une grande boîte de cosmétiques. Et du coup, j'ai découvert tout cet univers que j'ai adoré. Et donc, j'ai travaillé par la suite chez L'Oréal Luxe, donc chez Lancôme, où j'ai perfectionné le retail. Et du coup, je me suis mise à mon compte 2 ans et demi après. Donc, j'ai continué à travailler pour pas mal de grandes maisons. Et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de demandes. Donc, en fait, l'évidence de créer une agence est venue naturellement. Et depuis peu, donc Daphné m'a rejoint. Elle va se présenter aussi, du coup. Ouais. Alors moi, j'ai toujours travaillé dans l'univers du luxe. J'ai commencé chez Hermès, donc toujours dans tout ce qui est, on va dire, plus design, donc au département maison, à l'art de la table. J'ai travaillé pour d'autres éditeurs de mobilier et de luminaires, donc sur une partie, on va dire, plus business, sales et marketing. J'ai ensuite monté une agence à New York qui représentait des designers et les aidait à se développer aux États-Unis. Donc, beaucoup de contacts, notamment avec les architectes sur des projets hôteliers, restaurants ou même résidentiels. Donc, il y a eu un lien assez naturel vers Glow, d'autant plus que Agatha et moi, on est amis d'enfance. Donc, ça s'est fait de façon assez naturelle. Et surtout, Daphné avait ce cerveau complémentaire au mien, puisqu'elle a une formation business au cerveau plus créa. Donc, forcément, les projets sont beaucoup plus précis pour les Mm, clients et on peut mm. les accompagner pardon, d'une façon beaucoup plus globale. Voilà. Oui, Que oui, juste oui. d'avoir un créa ou juste d'avoir un business. C'est vrai qu'on voit rarement des architectes faire venir cet agent complémentaire
pour ajouter de la valeur au projet de création ou de design. Et d'ailleurs, on va parler ce soir de l'importance de cet aspect stratégique dans le design et surtout dans le design du retail. Donc, on parlera de tout ça dans un petit moment. Donc, les services précis proposés par Glow, c'est des services d'architecture ou est-ce que vous avez des spécificités qui vous démarquent des autres agences d'architecture? Bah, Glow, c'est en fait une agence donc d'architecture et de design retail, mais spécialisée dans les marques de beauté. Donc, c'est vraiment notre plus grosse clientèle. Aujourd'hui, peu à peu, on évolue vers des secteurs plus lifestyle et un peu plus différents, comme la joaillerie de luxe ou comme les spiritueux, mais qui regroupent quand même une enveloppe luxe. Nous, pourquoi on se différencie, c'est donc par rapport au fait qu'on soit expert déjà en beauté et aussi, Daphné. Et aussi, je pense que ce qui fait la spécificité de Glow, c'est la taille de notre agence qui est à taille humaine. Donc, on peut vraiment apporter un vrai contact humain et un vrai service personnalisé à tous nos clients. On est vraiment à l'écoute. Il n'y a pas trop de hiérarchie, on compte pas nos heures. Exactement. Donc, dans ce sens-là, on arrive vraiment à s'adapter aussi à tout type de taille de boîte. On est dans le sur-mesure en fait pour Ouais. nos clients, quoi. Vraiment, il y a une adaptation très précise en fonction des briefs que l'on reçoit. Et du coup, comme dit Daphné, la communication est d'autant plus fluide avec nos clients. Donc, Oui. beaucoup plus facile de travailler avec nous. Et on est surtout entouré d'experts donc beauté, qui est assez rare en fait comme métier et surtout luxe. Donc du coup, on est une petite équipe sympa pour accompagner des clients qui sont souvent des clients très pointus et très exigeants parce qu'on travaille pour des maisons assez prestigieuses. Et du coup, voilà, on arrive à... Donc on propose aussi bien de la création que on peut s'adapter aussi de la même façon, c'est sur mesure pour le client. On peut faire soit de la création de concept, soit accompagner le client aussi en production. Et aussi, ça nous arrive d'accompagner jusqu'au bout, donc c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'installation aussi. Voilà. D'accord. Et, voilà. Donc, un service très personnalisé, spécialisé dans le retail et surtout dans le secteur de la beauté. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de marques, même des marques de luxe et des marques internationales, qui vont vers des petites agences parce que elles peuvent leur présenter ce service très personnalisé et très pertinent dans le marché dans lequel elles veulent ouvrir leur point de vente. On parlera donc d'un cas de figure très intéressant sur lequel vous avez travaillé à la fin. Donc, parlons de retail design. Quelle est l'importance aujourd'hui du retail design dans le monde du retail actuel? Écoutez, déjà, je pense que c'est une alliance entre le respect de l'ADN de la marque, donc là je parle pour les grosses maisons institutionnelles, et la retranscription en fait de cet ADN en volume, parce que notre but c'est à la fois de faire euh, comprendre ces points-là aux consommateurs, mais surtout notre but premier est de faire vendre du produit, parce qu'on est dans du business retail, on n'est pas dans de l'art ou de l'architecture artistique. Donc ça c'est les points les plus importants, je pense. Aussi, ce qui est important pour nous, c'est donc de faire rêver nos consommateurs, parce qu'on est dans le monde de la beauté, du bien-être. Donc, comment allier le design et l'architecture, l'expérience à travers la découverte des produits, parce que on est dans le testing, on est dans l'odorat, donc c'est vrai que c'est très compliqué de combiner tout ça et de créer des projets globaux sur des espaces de vente toujours perturbés par les trafics parce que nos typologies d'espace, c'est les grands magasins, c'est les aéroports, c'est les malls. Donc forcément, on doit faire comprendre très rapidement à un consommateur chez qui il est, donc dans quelle marque il se trouve, quel est le produit qu'on va mettre en avant ou la gamme de produits, les gammes de produits. Et donc voilà, c'est toute cette logistique qu'il faut vraiment travailler en amont pour répondre avec exactitude aux briefs proposés par la marque plutôt. D'accord. Donc, de plus en plus de marques veulent créer une expérience client à travers leur point de vente Ouais. et en même temps, elles veulent vendre. Et cette formule n'est jamais facile. Ouais, c'est sûr. Bah,
Mais je pense, Aujourd'hui, oui, tu avais fait Agatha avec une ouais, distinction assez intéressante ouais. qui, en fait, on divise un peu en deux groupes nos clients. Il y a les marques institutionnelles Et et, reconnu, quoi. ouais, et les marques plus, on va dire, Des jeunes. MVB, jeunes qui naissent sur Internet. Ouais. Mhm. Donc, dans le premier cas, le challenge pour ces marques-là qui sont déjà établies, c'est plus d'asseoir encore plus leur notoriété et de montrer qu'elles sont toujours là, on va dire, d'une façon sexy. Ou comment elles peuvent se renouveler. Par exemple, on peut Oui, parler d'un Chanel ou d'un Dior, qui sont des marques très institutionnelles, pardon, françaises et qui aujourd'hui ont une volonté de se renouveler face justement à cette concurrence de toutes ces petites marques de beauté qui commencent à naître, qui sont Mm. très intéressantes. Et du coup, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait des pop-up, voilà, des pop-up plus événementiels, plus éphémères, plus décalés. Par exemple, on peut parler de ces grandes marques qui créent des cafés Yves Saint Laurent, qui créent des espaces de game pour Coco Chanel. Je pense au pop-up qu'ils ont fait en haut du printemps. Qu'est-ce qu'on peut Mhm. dire comme Glossier aussi, par exemple non, Glossier, Mhm. c'est plus MDB, Ouais. c'est pas luxe, ouais. Mais et dans le deuxième groupe, Ouais, ces bah, marques-là, elles essayent au contraire d'acquérir une certaine crédibilité, d'où l'importance du retail design. Donc, c'est des marques qui sont pas encore reconnues du grand public. C'est des marques qui ont besoin de gagner des consommateurs. Et donc, en fait, s'exprimer à travers du retail design leur permet de commencer à se créer aussi et de renforcer leur identité de marque. et sans se mm, mouiller en dépensant des grosses sommes d'argent dans une boutique pérenne. Le oui. pop-up est un bon format de première approche avec la clientèle, en fait. D'accord, très intéressant. Donc, on parlera de ces univers maintenant en termes d'exigence. On a vu que une marque plus jeune aura un objectif, peut-être d'avoir ce contact humain avec les consommateurs, Mm. et une marque plus développée, comme par exemple les marques de luxe déjà existantes, ont des exigences envers le développement du retail, même si c'était un pop-up et c'était un truc très nouveau, très différent. Donc, Mm. comment les marques viennent vers vous avec leurs objectifs, avec leurs exigences pour développer ce type de magasin, mais à chaque fois différent ou à objectifs différents? Bah, nous, on travaille sur la base d'un brief qui est donné par le client avec Différents types de des, clients d'ailleurs. ouais, à chaque fois, il y a un objectif précis. Ça va être soit le lancement d'une nouveauté, ou ça peut être Le relancement. le relancement, l'implantation dans un nouveau magasin, ou parfois même l'implantation dans un nouveau pays. Donc nous, en fait, sur la base du brief donné par le client et de son objectif, on va dire business, On on doit faire développe rêver. le concept retail. Mm. Voilà, et on doit à partir de ça faire rêver, ce que je vous disais avant, donc la clientèle et donc l'inviter en fait à découvrir toute la marque à travers des expériences qui seront proposées sur l'espace de vente. D'accord. Est-ce que vous vous inspirez de points de vente déjà existants, des marques qui existent déjà, pour continuer en fait ou faire une ligne qui joigne le retail déjà existant et ces nouveaux Mm. retails que vous êtes en train de proposer? Mm. Bah, bien sûr, Oui, je pense qu'on s'inspire quotidiennement de ce qu'on voit dans les magasins, de ce que les autres font. ce qui Et émerge. c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles les clients viennent vers nous, c'est qu'en tant qu'agence, on a l'opportunité de travailler sur une multitude de projets différents, ce qui nous permet de construire un espèce de capital de connaissances et de différentes façons de faire, de différentes méthodes. Et les marques aiment aussi venir vers nous parce On qu'on a une apporte crédibilité de ouf. aussi cette espèce d'œil et de prescripteur de tendances et d'expliquer un peu ce qui se fait, ce qui se fait moins, ce que les autres vont faire, ce que les autres font pas. Là, on propose Euh, un input créatif en général aux marques et effectivement le fait qu'on ait des belles marques qui nous accompagnent suscite l'envie aussi d'avoir notre avis. Donc en fait, c'est limite du consulting en première, enfin au début des projets. Vous voyez? D'accord. D'accord. C'est vraiment une analyse de la marque, mais aussi parmi les marques existantes en fait sur le marché. D'accord.
C'est très intéressant parce que ça va annoncer la question suivante. Donc, on a dit que on travaille avec différents types de clients, mais est-ce que ces marques avec lesquelles vous travaillez sont des marques uniquement françaises ou est-ce que ça peut être différentes marques qui viennent de partout dans le monde? Bah, partout dans le monde, en fait. Donc, il y a aussi pareil, deux formats. Soit on travaille avec des marques françaises, donc on s'implante sur le marché français. Et donc, on peut souvent créer des pop-up ou beaucoup de PLV. On ne peut pas que des pop-up, on peut faire aussi de la PLV, du présentoir, du mobilier sur mesure, de la scénographie. Soit on va travailler pour des marques internationales, donc on se déplace moins dans ces cas-là. On prépare des guidelines qui comprennent le concept et les plans. Et ensuite, elles sont envoyées localement dans les pays où elles sont fabriquées. Notamment, on a travaillé avec le UK, on a travaillé avec les Émirats, on a travaillé avec l'Asie. Et donc, forcément, on ne se déplace pas tout le temps sur tous les projets. Et donc mais en tout cas, la flexibilité de travailler avec l'international est très, très facile aujourd'hui. D'accord, c'est très intéressant et on verra tout à l'heure cette différence entre les approches culturelles et le design. Donc, on a deux questions. Donc, tout d'abord, d'après votre expérience, quels éléments d'une atmosphère peuvent faire advenir une expérience client? Alors, vous pouvez Ouais. répéter? Donc, quels éléments de l'atmosphère d'un point de vente Oui. peuvent aider à faire advenir une expérience client? Bah, tout ce qui est dans le design va susciter, ça peut venir des matériaux, ça peut venir des textures, ça peut venir Du des comportement, en fait. planches, Du tout, comportement. tout ce qu'on va utiliser dans notre sélection de design qu'on aura choisi va faire jouer le consommateur sur un acte d'achat. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, est-ce que le consommateur est engagé, ses cinq sens sont engagés? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment construire son expérience à travers le toucher, l'odorat, le visuel? Oui, c'est ça. En fait, notre but à la base, c'est quand on travaille pour une marque, étudier aussi sa clientèle de Mhm. base. Donc, c'est la clientèle qu'il a déjà fidélisée, de un. Ensuite, c'est de se dire quel consommateur il pourrait de nouveau attirer. Une clientèle plus jeune, une clientèle plus âgée. Et à partir de ça, on va créer des expériences pour tout le monde, du coup. Et effectivement, comme vous dites, à travers les sens. En général, ça va passer par le toucher, l'odorat, la vue aussi, l'écoute. On a fait des expériences à travers avec des casques, on vient écouter des sons, des musiques dédiées pour les pop-up. Beaucoup de digital, surtout pour les pays sur le marché asiatique qui sont très friands de digital. On a moins ce genre de projet en France, mais l'Asie est vraiment friande et les Émirats aussi du digital à travers l'expérience. Ici en France, on va rester sur quelque chose de plus artisanal. Avec, comme disait Daphné, le toucher, sentir, regarder, mais c'est quand même des choses qui sont plus, comment on peut dire, ouais, Tactile. plus artisanales, on va dire, Tactile. plus facile, voilà, moins technologique. Ok. Voilà. En fait, on a deux questions. Je pense qu'on a répondu un tout petit peu à ces deux questions. Voyez-vous une interaction avec la technologie créative comme la AR, Augmented Reality, je pense, etc. Et la deuxième question, quelles sont les tendances ou bien si les tendances sont différentes à l'international? La première question sur la réalité augmentée, c'était quoi, pardon? Oui, voyez-vous une interaction avec la technologie Ah bah créative? oui, totalement, mais ça, c'est exactement ce qu'on disait sur la question précédente, c'est sur le marché, sur d'autres marchés, pas le marché français. Mais Mhm. effectivement, on avait travaillé un projet pour Bulgarie, qui était un lancement de parfum pour hommes, par exemple, j'ai mis des exemples, et on se retrouvait en haut d'une montagne, donc c'était la pub de la marque. Donc, qu'est-ce qu'on a fait vivre aux consommateurs? On leur a donné des lunettes, ils se retrouvaient eux-mêmes en haut de cette montagne et pouvaient ressentir en fait ce qu'on voyait en fait sur les images de publicité et de communication. Donc, voilà, D'accord, on fait vivre aux consommateurs vraiment l'ADN du lancement ou de la marque. Voilà. d'accord. Et le pop-up donc vient vraiment compléter Le la pop-up, il vient communication. habiller, en fait, il vient asseoir et habiller les expériences qui sont transcrites à l'intérieur, si vous voulez. C'est Ok, juste très en fait, c'est intéressant. un habillage, c'est une bulle. Voilà. Ok,
Donc, la deuxième question, les tendances retail sont-elles différentes à l'international? Est-ce qu'on voit des tendances qui viennent se développer différemment dans différents marchés, comme par exemple aux États-Unis, aux Émirats, comme vous avez dit, en Chine ou en Asie? Bah, les pays s'influencent, hein, je pense, constamment. Et pour prendre un cas précis, le green, par exemple, c'était une tendance plus américaine qui est venue ensuite en France. Donc, je pense que complètement, les tendances sont différentes par pays et que ça permet, en fait, chaque pays à chaque fois prend la relève et s'inspire les unes des autres, ouais, c'est ça. Comme l'a dit, ça inspirait pendant longtemps beaucoup de la France. Maintenant, c'est plus l'inverse. Ouais, c'est plus, il y a eu un bon revirement de ce côté-là. Ouais. Le marché Très intéressant parce que remonter, ouais. Et en France, on voit de plus en plus de marques qui commencent à injecter cet aspect plus digital, plus technologique dans les points de vente. C'est vrai, ça on le commence voit. doucement, moi je trouve personnellement. Peut-être plus dans les zones d'aéroport et donc de travel retail, mais c'est vrai que les grands magasins parisiens, type les Galeries, le Printemps, le Bon Marché, bientôt la Samaritaine, on reste quand même sur des choses beaucoup plus artisanal, encore je reviens à ce mot-là, mais je vois pas ce que je pourrais dire. Mais c'est vrai que tout ce qui est on a des écrans, on a des iPads, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans l'interaction avec la technologie comme on l'a en Asie. Mais en même temps, en fait, c'est aussi une question de budget, parce qu'on est toujours dans du business. Les budgets en Asie, aux Émirats, sont beaucoup plus conséquents et permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'expérience que sur le marché européen, par exemple. D'accord. Très intéressant, merci. Donc, une fois un brief est rentré dans l'agence, quelles sont les étapes que vous poursuivez pour réaliser le projet d'un client? Donc, est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a une timeline ou une deadline? Donc, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de cet aspect technique et de mise en place du projet? Bah, donc, d'abord, on reçoit le brief. Donc, une fois qu'on a reçu le brief, nous, on doit souvent proposer plusieurs pistes créatives aux clients. Comment on fait ça? On s'inspire de ce qu'on voit, on s'inspire justement de ce que font les autres, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui se passe culturellement au niveau de l'art. On essaye souvent de reprendre un peu des procédés qu'on voit qui peuvent exister. À partir de là, donc, on élabore ces 3 pistes. Ouais, et puis surtout dans le retail cosmétique, il y a une gymnastique et des codes à appliquer sur quasiment tous les projets. Donc on parle des techniques, ça va être la fonctionnalité, le trafic client, la visibilité dans l'espace dans lequel on va se trouver. C'est-à-dire que en alliance avec la créativité, on va avoir tout l'aspect plus cahier des charges en fait. Donc, on va être obligé de scinder les deux, mais de rester dans quelque chose de sexy et de séduisant pour le consommateur. Oui. Après. Ouais. Ensuite, donc, on propose les différentes pistes au client. Le client sélectionne une des pistes. Ouais, voilà. On fait des allers-retours. On fait des allers-retours. On monte le plan, on monte le projet en plan. Et ensuite, on établit un budget de production avec le client. Donc, c'est souvent là d'ailleurs que les plans peuvent être modifiés et ajustés pour pouvoir rentrer dans les budgets. Oui. Ensuite, on va sourcer les différents matériaux. On va établir plusieurs devis auprès de fabricants si jamais il y a des choses sur mesure. On peut aussi sourcer de la déco et des accessoires. On peut aussi faire appel souvent à beaucoup de différents corps de métier. Ça peut être des ébénistes, ça peut être des illustrateurs. Enfin, ça dépend vraiment de l'envergure du projet. Et ensuite, une fois que tout est validé, et ça part en production. Et donc, pour répondre à votre question sur le planning, c'est vraiment à partir de la date de lancement, on travaille en amont pour établir justement les différentes périodes auxquelles doivent être validées les différentes étapes. Ouais, c'est ça. Mais je dirais que une période de création, ça peut aller très ça dépend sur les projets sur lesquels on travaille. Par exemple, le projet de Tataport dont on va parler, les délais de concept ont été très longs. On va travailler vraiment sur un podium pour n'importe quoi, pour Dior, pour le Chinese New Year de cette année 2020 qu'on a travaillé. On a eu 15 jours pour sortir une créa. Donc ça dépend vraiment des projets, des clients,
Ouais, C'est assez il y a aléatoire. beaucoup de niveaux hiérarchiques au sein d'une boîte. Exactement, des allers-retours en interne, de la communication. Donc voilà, notre but, nous, c'est d'être toujours dans le respect des deadlines, quoi qu'il arrive. Voilà. D'accord. Je suis sûre que ce métier est... Ouais, il y a un tout petit peu de stress, je sais. ouais, pas C'est mal. sûr. En fait, le stress arrive, comme dit Daphné, quand le design qui fait rêver devient réalité et on a les Oui, contraintes des budgets, les contraintes de oui. fabrication, les contraintes d'installation. Oui, il y a toujours des surprises. Voilà. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu des coûts de réalisation? Oui, bien Par sûr. exemple, on sait que différentes marques ont différentes enveloppes. Et comme vous avez Exactement. dit, un design qui pourrait paraître très beau sur Ouais. le plan, en réalisation, ça peut changer. Donc, est-ce qu'on peut avoir des idées un tout petit peu sur le coût de réalisation? Bah, Bon, par exemple, par expérience de Chanel. matériaux, tu sais les prix que les choses vont coûter. Donc ça, on peut plus ou moins calibrer. Bah, ça marche dans le sens où c'est le client qui nous propose une enveloppe budgétaire et c'est à nous d'y répondre. Donc en fait, déjà, le challenge, il part de là. Euh, D'accord. pour- Par exemple, vous donner des ordres de prix pour par exemple un pop-up au centre, pour une marque de luxe au centre des Galeries Lafayette sous la coupole. Pour un mois d'exposition, on a des budgets entre 100 et 200 000 euros, par exemple. Voilà. D'accord. Pour Et des... ce prix, est-ce qu'il va inclure le prix de location du Non, pop-up? non. Non. Alors ça, c'est les achats en général qui gèrent la location du point de vente avec le grand magasin. Ça, Mhm. c'est une partie dont on ne parle pas, qui ne nous concerne pas. Mais effectivement, par contre, je sais que c'est un budget à part. Et c'est souvent aussi pour ça que le budget production est souvent atténué parce que le budget location est très, très important aussi. D'accord. Voilà. Ok, ok. Ok, on parlera de ce cas de figure aussi dans un petit moment. Parlons de magasins éphémères. On voit de plus en plus de marques en train d'adopter ces pop-up stores. Donc, quelle est l'importance de ces magasins éphémères aujourd'hui pour une marque? Bah, pour une marque de luxe, comme ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'était l'occasion de pouvoir se renouveler d'une façon assez waouh et de venir surprendre sa clientèle parce qu'elle est déjà installée depuis très longtemps. Et pour une marque DNVB native, donc qui naît d'Internet, c'est la possibilité de rencontrer sa clientèle, sa communauté et de faire découvrir le produit et d'asseoir sa crédibilité qu'elle diffuse sur les réseaux. Et je pense que si l'importance, elle peut venir du fait que pour tout ce qui est jeune marque, c'est un peu un test avant de décider Exactement. d'ouvrir une boutique ou non. Exactement. Et les pop-up stores permettent aussi, vu que souvent c'est installé soit dans des quartiers très shopping ou au sein de grands magasins ou branchés, c'est de vraiment pouvoir bénéficier en fait du trafic en fait des autres marques. Ouais. Donc, D'accord, ça c'est très important, surtout dans le cadre des centres commerciaux ou des grands magasins. ouais. Et aujourd'hui, cette envie d'aller faire un pop-up store, est-ce que vous pensez qu'elle va banaliser la marque si elle en fait trop de pop-up stores? Moi, Pas personnellement, je forcément, pense ouais. pas. Je pense que c'est le futur du retail, hein, Ouais. pour vous dire, surtout avec ce qui se passe actuellement, le Covid, etc. Je pense que les grandes institutions euh, ont déjà leur boutique, donc elles vont les scénariser beaucoup plus fréquemment. Et je pense qu'on va partir plus sur des boutiques éphémères, en Ouais. fait. Et au contraire, on Ouais. voit même aux États-Unis, il y a une marque de mode qui s'appelle Everlane. À un moment, ils avaient même eux des camions pop-up store. Donc c'est encore une autre démarche. C'est vraiment le magasin qui vient chez toi en fait. Donc ça permet aussi d'aller voir des clients qui te connaîtraient pas forcément et de pouvoir se déplacer dans plus de villes à un coût plus réduit. Mais je pense que la boutique pérenne, elle va un jour rester pour les grandes marques, mais pour les marques naissantes et plus petites marques, devenir des points éphémères. Je pense. Voilà. D'accord. On parlait il y a quelques années de standards, de cahiers de charges pour développer un point de vente. La zone de réception, la zone d'ouverture, les zones arrière, etc. Ces guidelines aujourd'hui, est-ce qu'ils changent avec les pop-up stores? Est-ce qu'il y a de nouveaux guidelines créés à chaque fois qu'on crée un pop-up store? Oui, et aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, en fait, le pop-up store, c'est une enveloppe.
On va plus rentrer par un cahier des charges aussi schématique, l'ouverture à droite, le bandeau à gauche, mais on va rentrer par l'expérience. En fait, on va rentrer sur des lieux de vie. Donc, on va être vraiment dans la volonté de faire découvrir. L'acte d'achat n'est plus au centre des préoccupations parce qu'aujourd'hui, on achète sur son téléphone ou sur Internet en 5 minutes. Donc, je pense que les cahiers des charges, ils changent en fait. Même, il y a plein de boutiques qui n'ont plus forcément des caisses. On peut avoir des iPads pour exactement. Facturer ses clients. Donc, effectivement, ce cahier des charges, il change beaucoup avec les années et les attentes du client et le fait qu'on n'a plus envie d'attendre non plus, en fait. Exactement. On a l'attention des gens pour un temps très limité, qu'il faut être excitant, qu'il faut créer des animations. Donc, au contraire, je pense que oui, ce cahier des charges, il change beaucoup. Ouais, et surtout, aujourd'hui, je reviens à ce que vous disiez avant, et surtout, on est dans l'immédiat. Et comme les stories d'Instagram, par exemple, donc les gens ont envie d'être surpris perpétuellement, comme des expos en fait de musées qui durent 3 à 6 mois. Mais je trouve que les gens se lassent de plus en plus vite. Donc c'est pour ça que le pop-up aujourd'hui, ça va devenir le référent, c'est la nouvelle boutique du futur, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et dans cette logique, donc, je pense que le pop-up store sera là pour compléter d'autres canaux de distribution comme le e-commerce ou peut-être une… Exactement, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis ça fait un réel 360 avec le lien entre le site internet, le point de vente et le pop-up pour les grosses marques. La grosse marque a son point de vente pérenne et son pop-up, et la petite marque a son 360 avec les réseaux ou son site internet et son pop-up. Voilà. D'accord. Donc, on est vraiment dans une logique de création d'un voyage du client à travers ces différents points de contact. Aujourd'hui, le pop-up store est considéré comme un événement. Pourquoi? Il est considéré comme un événement parce qu'en fait, ce qu'on se disait, c'est qu'on n'est plus dans un espace d'acte d'achat, mais un lieu de vie. Un lieu lifestyle. On vient découvrir un produit de beauté, mais on a envie d'acheter le livre de cours de cuisine qui est associé à ce produit de beauté ou la petite culotte, par exemple, qui va bien avec le gel douche. Donc, aujourd'hui, on n'est plus dans un espace de vente, mais dans un espace de réelle découverte et de lifestyle. On doit regrouper plusieurs secteurs pour mettre en avant un secteur. Et puis c'est de l'événementiel parce qu'il y a ce côté animation aussi qui est quand même très fort. Est-ce que dans les pop-up stores que vous avez créés ou déjà développés, est-ce que vous avez pensé à intégrer cette variable événementielle, comme est-ce que vous avez utilisé ou vous avez fait marier le pop-up avec des outils de médias, des réseaux sociaux, de la presse, etc., ou vous n'êtes pas trop dans cette logique d'accompagnement? Nous, on propose toujours des animations de choses qui pourraient créer le buzz sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est les marques qui décident si elles mettent un budget ou non. Mais donc, ça rentre complètement dans nos cordes. On peut avoir sur un zoning un espace qu'on peut appeler l'espace Instagram ou l'espace d'animation. Et après, il y a souvent une agence de presse qui accompagne la marque pour assurer le relais. D'accord, ok. Ça, c'est très intéressant et on verra donc dans le cas que vous avez développé qu'on parlera si la marque avait aussi pensé à ça. Donc, de plus en plus de marques aussi voient des collaborations venir dans le centre ou avec ce projet de magasin éphémère. Est-ce que vous avez travaillé avec une marque qui voulait mettre en avant d'autres marques ou collaborer avec d'autres marques au sein de son pop-up? Oui, alors on a travaillé, alors là on est étrangement pas dans le cosmétique, mais on a travaillé pour une marque de maillot de bain qui s'appelle Gilis. Et effectivement, ils font pas mal de collaborations avec des marques de chaussures, avec des marques l'hiver de manteaux. Donc, pour mettre en alliance les deux produits, je pense que ça permet aux marques en fait d'asseoir leur crédibilité, de se renouveler, d'apporter du fun. On peut remarquer par exemple avec Virgil Abloh et qui est le DA de chez Louis Vuitton, qui fait des collabs par exemple avec Suprême, qui est une marque très street. Ça permet vraiment aux marques d'aller au-delà en fait du standard que les consommateurs attendent. Ouais, en fait. et de gagner des nouveaux clients, et gagner des nouveaux partager clients. les clients. Exactement. Voilà. D'accord, Et il y a une notion aussi d'être
cool, entre guillemets. Voilà. De Oui, savoir aller au-delà de ce qu'on sait faire et Mm. d'aller dans d'autres univers et de rencontrer d'autres communautés, d'autres gens. Donc, d'accord. contact très humain au final. On a franchi donc un nouveau palier avec ces collaborations. Et une dernière idée donc qui vient toujours accompagner les pop-up stores, c'est le storytelling. Mm. Donc, comment on peut tisser ces deux termes, le pop-up store et le storytelling? Ouais. Vas-y, tu Bah, le storytelling, souvent, il est créé par le département marketing au sein des marques. dans les grandes marques. Dans les petites, on Mm. peut l'accompagner un peu plus, mais Mm. le storytelling, enfin, il est présent avant qu'on arrive sur le point de vente. Et le point de vente permet de le mettre en avant à travers les valeurs de la marque, le manifesto, l'ADN. Mais en général, c'est juste une retranscription physique d'un storytelling écrit par Hum, hum. planning. Un script vraiment Mm. traduit en physique. Exactement. Voilà. D'accord. Est-ce que vous sentez de votre expérience une marque qui suit cette logique de storytelling va engendrer de nouveaux comportements, je ne sais pas si c'est un nouveau comportement ou une nouvelle façon de rentrer en contact avec ses consommateurs? Ouais, bah, moi je pense qu'à la marque Glossier, c'est un bon exemple de pop-up store et d'interaction client réussie et Il y a moderne aussi. aussi, surtout très moderne, puisque chez Glossier, dès que tu arrives en boutique, c'est le vendeur qui vient vers toi et tu peux tester tous les produits. Après, si tu sélectionnes sur l'iPad et tu vas directement en caisse récupérer ton produit et régler l'achat, c'est très très rapide en fait comme process. Euh, je pense qu'il y a tout ce côté-là qui est assez intéressant. C'est aussi très ludique, c'est très fort en couleurs, ils ont une identité de marque très forte. Euh, Et Moi, il y puis avait ça, un... c'est surtout aussi dans le respect. Enfin, aujourd'hui, on parle d'être bien dans son corps. Le mot sustainable, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Et par exemple, Mm, Glossier accueille toutes ces femmes différentes. On peut être petite, grande, grosse, fine, dans tous les sens. Mais Glossier nous accueille un peu comme au McDonald's, on vient comme on est. Bah, c'est un peu cette marque qui véhicule mm, ce sentiment de viens comme tu ouais. es et t'es belle comme t'es en fait. Et oui, donc ça change forcément enfin, ça attire des femmes qui n'avaient pas forcément confiance en elles ou qui étaient un peu submergées par les dictats de la beauté, d'aller dans des marques qui Oui, sont ouvertes oui, voilà. Chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire dans des grandes marques plus institutionnelles. oui, oui, Voilà. oui, 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 oui. Et donc, ça fait sortir un tout petit peu de ce côté très strict Ouais, de, de la exactement. beauté. Ouais, Ouais. Puis ça donne Est-ce confiance en soi, en fait. ouais. Oui, oui, oui. Et c'est vrai, on l'a bien communiqué dans cet aspect qui vraiment intéresse tout le monde à venir et à faire l'expérience. Parlons donc d'une success story, d'un cas de figure qu'on a choisi, donc le pop-up store de Tata Harper. Et parlons donc du processus, comment on a fait le contact avec la marque, ou c'était la marque qui nous a contactés, comment on a choisi l'emplacement, comment on a monté le projet, etc. Mm, Tata Harper, en fait, j'ai commencé à travailler avec elle tout au début de la création de sa marque. Donc, Tata Harper est une marque américaine, elle provient du Vermont, où tous les produits en fait sont faits dans sa ferme. Et on avait fait un premier pop-up store pour le printemps il y a 3 4 ans. Et du coup, elle m'a rappelé, donc c'était quand l'année dernière? ouais. Ouais, l'année dernière pour me dire qu'elle avait un très bel emplacement au bon marché au niveau de la lingerie. Et donc, elle voulait créer un projet. Donc, assez différenciant justement et en Mm, mettant en avant son ADN ouais. de marque. Donc Donc, le choix de D'accord. l'emplacement, c'est c'est elle, souvent ouais, imposé par les grands magasins. par les clients. Mais là, l'idée, c'était très nouveau puisqu'il n'y avait jamais eu de beauté au premier étage du bon marché, donc mixé avec la lingerie. Donc pareil, c'était vraiment de pouvoir avoir une clientèle qui découvre une nouvelle marque ou qui vient pour s'acheter un autre produit mais termine par acheter un autre en plus. Cette idée de complémentarité. Donc souvent la taille de l'espace et l'emplacement, c'est défini plus par les magasins que les marques. Mhm. Donc sur ce projet-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, je pense que la fondatrice avait déjà une idée en tête de concept très fort, puisque l'idée c'était de répliquer la serre aux États-Unis dans laquelle elle fabrique les produits de beauté.
et donc D'accord. essayer de créer cette mini-serre à l'intérieur d'un grand magasin et qui pour elle est très représentatif de là où elle vient et de là où tout est fait. Son ADN. Voilà, donc elle nous a approché avec ce concept et elle avait donc son cahier des charges ou en tout cas sa wishlist de choses qu'elle voulait absolument. Donc on peut voir sur le projet que c'est très fort en plantes. Ça c'était quelque chose qui était très important pour elle. Au tout début, on avait même discuté de faire un spa, mais finalement, pour des raisons de budget, ça a été restreint. Du coup, l'animation, c'était ce qu'on appelle les masterclass. Donc, il y avait une grande table de ferme qui était installée au milieu où la fondatrice a assisté et dirigé à des talks avec d'autres intervenants, expliquer comment appliquer les produits. Enfin, il y a eu vraiment toute une animation justement dans cette serre et que ça reste pas un endroit, on va dire, Sec. ouais, voilà, c'est l'idée, c'était vraiment que les gens osent rentrer dans cette serre. Et c'est aussi pour ça qu'on a Oui. décidé de faire 4 portes d'entrée et de sortie pour vraiment optimiser le passage client et que ça ne devienne pas un lieu un peu sacré. Un peu mort, ouais. Mais ça, le Bon Marché aussi, donc pour le coup, avait travaillé sur une activation marketing très forte avec, comme dit Daphné, des masterclass, des intervenants qui venaient régulièrement. Mais donc justement, pas forcément que de la beauté, mais aussi de la food, du bien-être, parce qu'on avait un espace de sound healing où on faisait des traitements sur les émotions avec des sons, par exemple, quelque chose qui était totalement novateur. Et du coup, ça rendait très animé en fait cette greenhouse. On avait aussi un espace où on pouvait personnaliser son produit Tata Harper. Tu sais, avec les huiles là. Ouais. Ah, je pense que j'en ai une photo. Je vais faire montrer. Voilà. Ah voilà, Ouais. display. Ouais, et on avait exactement, on avait aussi un espace de mini facial traitement plus personnalisé. Donc avec une chaise de barbeur où on pouvait venir avoir les conseils d'une conseillère de beauté qui vous expliquait vraiment les rituels et l'application des produits, parce que c'est des produits qui sont quand même haut de gamme. Donc je pense que la clientèle française voulait vraiment connaître les process d'application du produit. C'était l'enjeu aussi de cette greenhouse. D'accord. Donc, on voit, je vais juste faire repasser un peu ces photos, que l'espace vraiment est accueillant et impressionnant et qui invite les gens à venir vivre l'univers de la marque. Ouais, Oui. Et donc, un projet comme celui-là, il a pris combien de temps de préparation, de montage? Février, mai, juin, juillet. Ouais, 6 mois, ouais. Ouais, 6 mois. Ah, On quand compte même. pas les mois d'août parce que tout le monde part en vacances, donc du coup, c'est des mois qui sont plus morts. Mais ouais, 6 mois. Tout est pour tout. En fait, sur les 6 mois, vous pouvez compter un mois de fabrication pour tout ce qui est production de la greenhouse. Et on a eu 3 ou 4 jours d'installation quand même. Ouais. On a eu 4 jours d'installation sur place pour mettre, pour gérer tout le merchandising et l'installation de tous les accessoires. D'accord. Donc, pour revenir dans cet univers, la présentation du produit, elle fait partie cette fois-ci de l'univers. Elle n'est pas présentée à part. Non. Et après avoir vécu peut-être une expérience ou assisté à un masterclass, le consommateur, maintenant convaincu du produit, pourra aller et peut-être acheter le produit qui est proposé. Donc, expliquez-nous un tout petit peu ce display du produit, comment il a été planté dans le décor et est-ce que ceci a rajouté de la valeur sur aussi la qualité du produit? Évidemment, je pense que le placement des produits était très stratégique. Par exemple, tout ce qui était nouveauté était hors de la serre, donc comme on va dire un produit d'appel. Voilà, les nouveautés étaient à l'extérieur. Voilà, ça c'était la nouveauté par exemple. À l'intérieur de la serre, ensuite, tout ce qui était au niveau des yeux, on va dire, c'était les produits qui se vendaient le plus, qui étaient des produits, on va dire, sur une gamme de prix plus moyenne. Et après, tout était rangé donc par type de peau. Donc c'était organisé de façon verticale, donc c'est-à-dire qu'on retrouvait le moussant pour le visage avec la crème hydratante qui va avec pour ce type de peau. Donc c'était vraiment classé par les différents types de peau et le rituel beauté qui va avec. C'est-à-dire qu'un client
qui arrive au niveau des yeux et qui voit la gel moussante, donc qui est on va dire le produit d'appel. Ça lui plaît, il se demande qu'est-ce qu'il peut acheter en plus, tout de suite en dessous, il y a le produit qui va avec. D'accord. Évidemment, Donc, c'est pour faire du cross-selling ou du upselling. Est-ce qu'il y avait des représentants ou des représentantes de la marque qui aidaient les consommateurs à faire leur choix, leur donner des conseils beauté, etc.? Oui, oui, il y avait les ambassadeurs de la marque. Donc, en fait, Tata Harper a des ambassadeurs dans chaque pays où elle expose ses produits. Du coup, comme c'est une marque assez lointaine et particulière, et du coup, il y avait deux personnes de la marque qui s'occupaient d'accompagner les clientes à leur faire découvrir les produits. Ouais. Et il y avait donc, du coup, la fondatrice Tata Harper qui est venue plusieurs fois pour intervenir et faire elle-même des masterclass. Donc, c'était d'autant plus génial. Oui, en plus des vendeurs, il y avait justement ces animations dont on parlait, qui étaient donc les masterclass au milieu, les animations, et aussi un petit espace où on pouvait se faire des soins du visage pour et tester gratuitement les produits aussi. Gratuitement. Voilà. D'accord. C'est assez intéressant aussi. D'accord. On a une dernière question si on a le temps. Pensez-vous que le changement que l'État annonce en termes d'écologie pourra affecter le business du retail, surtout, je sais pas, surtout l'aspect de luxe? Alors, attendez, je vais lire en même temps. Ouais, moi j'ai compris. Hop, je vais remettre tout ça. Je pense qu'effectivement. Donc, pensez-vous que le changement que l'État annonce en termes d'écologie pourra affecter le business du retail, surtout le retail de luxe? Évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques de luxe se préoccupent de plus en plus des soucis écologiques et sont en train de s'interroger sur repenser tous les matériaux qu'elles utilisaient auparavant et la façon de réutiliser aussi les points de vente. Donc, ça se met en place petit à petit, surtout pour les grandes marques de luxe. Mais je pense qu'elles vont vraiment dans cette direction parce qu'elles comprennent que y a plus le choix en fait. Donc, ça va pas, je pense. Faire disparaître le retail, ça va le faire encore une fois évoluer sur des choses peut-être plus ponctuelles et de les traiter d'une certaine façon, mais donc ce sera justement à des gens comme nous d'accompagner les marques et de répondre aux problèmes de société. D'accord, merci. On peut voir même que dans ce concept de Tata Harper, en fait, cette greenhouse, elle est vouée à voyager dans différents pays pour être présent dans différents magasins. Donc, en fait, justement, c'est cette notion de réutiliser ce qui a été créé au lieu que ça serve que pour une utilisation et que ça parte à la poubelle. Justement, essayer d'optimiser, non tellement d'un point de vue coût, mais c'est aussi d'un point de vue écologique, de pouvoir réutiliser cette même serre sur plusieurs points de vente. Oui. Et surtout qu'il n'y avait aucun plastique aussi sur le point de vente. C'était vraiment la volonté de la fondatrice. Et donc, on n'a pas du tout utilisé de plastique. Voilà. Très intéressant aussi. Et ça, c'est quand même un challenge. Ouais, oui, je ne me rends pas compte, mais c'est difficile. Au niveau du coût, surtout. Ouais. Au niveau du coût, c'est aussi intéressant parce que, comme disait Daphné, ce kit qui est la greenhouse, elle peut la réutiliser dans beaucoup de pays. Elle a acheté les accessoires, le mobilier, donc elle peut le réutiliser à souhait. Donc, c'était très intéressant aussi pour elle d'investir à la base, mais donc du coup de regagner par la suite. D'accord. Voilà. Merci pour ce cas très intéressant. Je voulais donc demander si on a fait le tour de toutes les thématiques qu'on voulait discuter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit absolument partager sur votre société, sur vos nouveaux projets? Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? Aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que malgré ce confinement quand même qui est assez compliqué en termes de retail, on travaille de plus en plus avec l'Asie. Donc, c'est super parce que c'était aussi une volonté personnelle. Donc, aujourd'hui, on se rapproche du marché. Donc, c'est intéressant et ça va dans ce qui va se passer dans le futur. Et on travaille actuellement avec la haute joaillerie. On a récemment signé des contrats avec eux, donc toujours pour l'Asie d'ailleurs. Donc, pareil, on ouvre peu à peu nos secteurs du luxe et ça, c'était des bonnes nouvelles récentes. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut vous contacter si jamais ou sur quel site on peut vous rejoindre? Eh ben, on va sur glowstudio.fr et sur Instagram, on peut vous aurez aussi les coordonnées. des messages et on répond très vite. Ça, c'est sûr. C'est
Ça, c'est l'intérêt d'avoir des micro-entreprises. Ouais. Merci beaucoup pour Bah, toutes merci les à vous. infos, pour ce cas de figure très intéressant et bonne continuation avec vos projets. Merci Et Gaëlle. j'espère qu'on pourra faire un autre live sur un autre cas qui pourrait aussi intéresser les gens sur les Avec pop-up shops. plaisir. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À À bientôt. Ciao, bientôt. ciao. Au revoir, revoir. merci. Au revoir.